Dans une semaine, eh bien, la date de dépôt des parrainages pour la présidentielle sera arrivée. Pour tout le monde, c'est pas simple, c'est pas toujours simple d'avoir 500 parrainages qui sont, comme vous le savez, rendus tous publics maintenant. Eh bien, c'est avec Olivier d'Artigol que nous sommes ce matin. On va parler de Mélenchon, du Parti communiste, de la gauche. Olivier d'Artigol, bonjour. Bonjour. Porte-parole du PCF et conseiller municipal de la bonne ville de Pau. Jean-Luc Mélenchon aura-t-il facilement ses 500 parrainages? Oui. Oui. Jean-Luc Mélenchon. Il est à combien, aura là? Un peu plus de 350, non? Oui, c'est ce que je crois savoir. Jean-Luc Mélenchon aura ses parrainages car le Parti communiste français s'en occupe. C'est grâce au Parti communiste, alors. Quotidiennement. Et donc, il aura ses parrainages, très certainement en début de semaine prochaine. On est à la tâche. Et c'est d'ailleurs grâce à ce dispositif, avec les élus communistes et républicains, que Jean-Luc Mélenchon pourra se présenter à l'élection présidentielle, ce qui est une très bonne chose. Il doit vous dire merci, alors. Je ne dis pas ça, je dis que nous menons la campagne dans un climat un peu différent à celui de 2012, puisqu'en 2012, nous avions le Front de gauche, il y avait une belle campagne unitaire. Vous êtes moins unis. Aujourd'hui, le Parti communiste français mène une campagne forte sur des contenus et nous appelons à voter Jean-Luc Mélenchon. Mais vous savez, les militants et les élus communistes, ils aiment bien être un peu cajolés, un peu caressés dans le sens du poil. Comme dans tous les partis. Tout au long de l'année, pas uniquement au moment des Olivier parrainages. d'Artigol, on a eu l'impression à un moment que c'était parrainage entre les communistes et... Enfin, une partie des communistes et Mélenchon. Parrainage contre investiture... Non, ce n'est pas le cas. Je sais que cette idée a circulé, ce n'est absolument pas le cas. Il aura les parrainages, on s'en occupe. Et nous avons simplement présenté à la France Insoumise des situations dans un certain nombre de circonscriptions, les choses n'allaient pas vraiment dans la bonne direction. Et alors, parce qu'on veut du rassemblement. Est-ce que la direction, tout ça s'est remis en ordre? Pas acceptable que la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon aligne des candidats aux législatives face à des députés communistes sortants. C'est vous qui parlez. Oui, bien sûr. Mais alors, comment peut-on imaginer que dans des circonscriptions où nous avons nos députés sortants, qui ont mené depuis 5 ans un combat remarquable face à la politique de François Hollande et des soutiens aux luttes, des propositions alternatives au hollandisme, comment imaginer qu'il pourrait y avoir des candidats de la France Insoumise qui pourraient prendre juste quelques points ou 2 points. Ça s'est aplani. Ça s'est aplani. Nous le souhaitons. Alors c'est pas aplani. Nous le souhaitons dans certains cas, oui. Dans d'autres, il faut continuer les échanges. Mais notre état d'esprit au Parti communiste français, ce n'est pas un tête-à-tête avec la France Insoumise sur les élections législatives. On a d'autres questions à régler. Bien. On a un Front National à un niveau... Vraiment, c'est important. On a quand même un Front National à un niveau historiquement haut. Ah ben oui, tout le monde le sait. Donc, on va en parler. On a quand même d'autres questions politiques aussi. Est-ce que les communistes, les membres du Parti communiste, vous parlez tous de la même voix quand vous êtes face à Jean-Luc Mélenchon? Non, Marie-Georges Buffet, par exemple, elle a pris carrément le parti de Jean-Luc Mélenchon. Mais vous êtes un observateur attentif de la vie politique. Les communistes ont eu un débat. Il a été tranché par un vote. Oui. Ce vote a été majoritairement pour le soutien, pour le soutien à la candidature de Jean-Luc Mélenchon, sans rallier la France Insoumise. Oui. Nous souhaitons des cadres beaucoup plus unitaires qui vont... Donc aujourd'hui, nous sommes sur ce chemin. Est-ce que le dialogue est plus facile? Avec la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon. Il y a la volonté, on a quand même un patrimoine commun très fort, c'est l'humain d'abord, ça tient quand même, il y a des choses que nous partageons qui sont des combats communs, j'ai envie de dire. Et puis, sur certains sujets, il y a du débat entre nous, mais heureusement, le débat, c'est la vie. Alors, mais il existait en 2012, et après, bon, on va pas tourner autour du pot. C'est-à-dire que la manière dont cette campagne est menée, je le dis, c'est-à-dire sur un mode quand même assez présidentialisé, assez personnalisé, n'est pas ce que nous avions porté, qui avait créé un espoir formidable d'un pays en termes de dynamique de front de gauche, unitaire, avec le mouvement social, avec le monde associatif. Il en fait trop qu'à sa tête? Je pense que l'élection présidentielle est un poison. Et j'ai du mal à voir comment on peut proposer une 6e République en menant des campagnes aussi présidentialisées. Mais c'est une discussion qu'on a avec Jean-Luc depuis quelque temps. Il y a une chose qui est assez étonnante chez Jean-Luc Mélenchon, parce qu'on voit que... Vous savez qu'il y a 5 ans... On va parler du FN, de la droite, de Macron. Oui, mais on parle de vous d'abord. Vous savez, mais quand vous parlez on vient de sortir un livre, 20 répliques face au programme du FN et de Fillon, qui est très intéressant. Tout à fait, je l'ai reçu. Merci.
et merci à Pierre Laurent, qui est co-signataire, un des 3 co-signataires. Non, plus sérieusement, même si c'est sérieux, on a l'impression, si vous voulez, que... vous savez qu'il y a 5 ans, c'était le 3e homme, au mois de mars, c'était le 3e homme de la campagne présidentielle. Aujourd'hui, il est 5e, il patine, notre ami, votre ami Mélenchon, il est autour de 11-12%. On a l'impression que son message manque de clarté. Il y a 5 ans... Manque de clarté. Il était beaucoup plus clair. Est-ce qu'il est pour ou contre l'Europe, pour ou contre l'euro, pour ou contre l'immigration, pour ou contre les travailleurs détachés, pour ou contre Poutine en Russie, en Ukraine et en Syrie? On ne comprend pas. Alors, d'abord, première réflexion, il y a 5 ans, on sortait de 10 ans de droite et de 5 ans de sarkozysme. Il y avait quand même une énergie positive dans le pays pour prendre une autre direction. 5 ans après, l'idée de gauche, on s'appelait quand même Front de gauche, et nous nous appelons toujours Front de gauche. Le hollandisme a été une période très douloureuse sur les idées, les repères, les valeurs de gauche, et sur un certain nombre de questions, la bataille idéologique, parce que nous soutenons Jean-Luc, parce que c'est le candidat le plus près de nos convictions, de nos grandes propositions. Ouais. Mais sur un certain nombre de sujets, la bataille idéologique, le climat dans le pays, mais à l'Europe et à l'échelle du monde aussi, avec l'élection de Trump, a pris une orientation qui nourrit plutôt des populismes, plutôt l'extrême droite. C'est un populiste alors, Mélenchon? Non, Jean-Luc Mélenchon n'est pas un populiste. Ce que je vais vous dire... Quand on le voit à la tribune, on dirait Hugo Chavez. Mais c'est pas populiste, on pourrait passer les 10 prochaines minutes à en parler, mais on ne parlerait pas du reste. Jean-Luc Mélenchon a des qualités de tribun. Il défend des propositions qui sont en écho fort à ce que le Parti communiste souhaite, et sur certains sujets, mais heureusement, nous avons en effet un débat sur avec lui, mais qui ne date... Mais il y a un débat sur... Moi, je pense qu'il ne faut pas lâcher l'idée de gauche. Voilà, il ne faut pas lâcher l'idée de gauche. C'est quoi l'idée de gauche? Ah ben, il y a une gauche dans ce pays, c'est-à-dire que on l'a vu. Oui, mais l'idée s'avancer seul face au peuple et dire que la bataille politique ne s'organise plus prioritairement sur un clivage droite-gauche, je conteste cette idée. Je pense qu'il faut remettre... Parce qu'il n'y a plus de clivage droite-gauche pour Mélenchon. Pour moi, il y a un clivage droite-gauche. Non, mais pour Mélenchon. Quand Jean-Luc répond à cette question, il dit que l'idée de gauche est tellement abîmée, reprenez ses déclarations, que... le fait de réparer tout ça devient un challenge assez élevé. Oui. Bon, sur ça, je pense qu'il faut reconstruire, refonder l'idée de gauche dans le pays, sinon on se prépare des lendemains très difficiles. Je sais bien que la joie peut venir avec la peine, après la peine, mais quand la peine est forte, et si on va vers un 23 avril tel qu'il se présente... Vous le redoutez? Oui, beaucoup. Oui, c'est possible? Parce que je suis un militant de terrain. Mais à 23 avril, où Le Pen gagne? Je sens dans mon pays... quelque chose de très douloureux où un électeur sur 2 peut aujourd'hui juger que l'élection de Marine Le Pen ne serait pas une catastrophe, et je sens des choses qui tenaient par le passé qui sont en train de céder. Donc oui, je suis extrêmement inquiet de la situation. 2 questions, 2 réponses. Et je crois qu'il n'y a pas assez de gravité dans la vie politique, il y a parfois un peu de légèreté par rapport à cette question. 2 réponses. Première question, est-ce que Marine Le Pen peut gagner? Le 23 avril 2002, ce n'était pas le cas, Jean-Marie Le Pen n'avait pas gagné. Est-ce qu'elle peut gagner cette fois? Oui, Marine Le Pen est aux portes du pouvoir. Voilà. Deuxième question. Est-ce que vous n'êtes pas amer, furieux d'ailleurs, qu'une partie de l'électorat qui devrait être derrière vous, eh bien, soit partie chez Marine Le Pen? Oui, mais je connais la porosité, je connais cet argument. Vous savez, d'abord, c'est pas un argument, c'est une réalité. Oui, d'abord, la porosité aujourd'hui dans les électorats, c'est plutôt entre la droite radicalisée de la vie même, de l'expression même d'Alain Juppé, et la manière dont, mais ça date pas d'aujourd'hui, donc Sarkozy... C'est pas Alain Juppé qui décrit la situation politique, laissez Juppé tranquille. Depuis Bordeaux, la chère ville aussi de Bordeaux, son intervention a été une intervention forte pour mettre en garde sur la radicalisation de ce qu'on a ressenti au Trocadéro. D'accord. Oui, je pense que ça. D'accord, mais il y a quand même une partie de l'électorat populaire qui votait communiste et qui est allé au Front National. Il y a toujours, exact. Il y a toujours eu, par ailleurs, dans l'histoire politique nationale que vous connaissez, un électorat ouvrier qui a voté à droite. Ça a toujours existé. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que le discours de Marine Le Pen, sa stratégie de dédiabolisation très accompagnée par le média, la manière dont elle s'y prend, c'est pour ça qu'il faut mener un combat frontal pour démasquer le Front National, aujourd'hui,
porte des coups sérieux dans la vie politique nationale et le risque est réel. Ça vous fait mal quand on vous dit que entre Le Pen et Mélenchon, il y a beaucoup de similitudes quand même. C'est absolument faux. C'est absolument faux. Oui, mais tout le monde le voit aussi. Il n'y a que vous qui ne les voyez pas, en fait. Oui, mais là-dessus, arrêtons-nous une minute. Oui. Nous sommes sur des questions relevant de la 6e. Vous pensez que Marine Le Pen veut la 6e République? Non. L'agonie de la 5e, quand même, les grands choix politiques passeront par ça. Vous pensez réellement que, réellement que les votes du Front National, que ce soit dans les communes où ils s'attaquent aux politiques sociales, aux politiques de solidarité, où ils dégagent les secours populaires de leurs locaux, vous pensez qu'au Parlement européen, où ils laissent passer un nombre effrayant de textes sur le libéralisme quand on regarde de près, vous pensez que Marine Le Pen véritablement est la candidate anti-système et anti-puissance de l'argent? Je ne le crois pas. Quand est-ce que les choses seront claires sur le plan des investitures aux législatives entre vous? Nous souhaitons que... Avant la présidentielle ou après? Mais façon, au regard de la situation politique qu'on vient de décrire et qui est très préoccupante, plus tôt nous sommes en ordre de bataille, nous sommes dans du rassemblement où certains écueils, certaines difficultés sont réglées, mieux c'est. Vous serez candidat vous-même? Oui, je suis candidat dans la première circonscription à Pau. D'accord, la première circonscription dans les Pyrénées-Atlantiques, donc. Qu'est-ce que ça vous inspire de voir Robert Hue, Patrick Braouzek, deux figures du Parti communiste, dont l'un a été secrétaire national du Parti communiste, rallier M. Macron? De la tristesse. Ça veut dire quoi? Mais je ne me sens pas... Pas votre tristesse, mais le fait qu'il rallie... Pour Robert Hue, c'est pas véritablement une... Il était secrétaire national du Parti communiste. Je sais très bien que Robert Hue était secrétaire national du Parti communiste français. J'étais jeune dirigeant au moment où il avait cette responsabilité. Mais vous savez, il y a dans la vie nationale politique des choses en effet qui me préoccupent. Mais l'itinéraire de Robert Hue, il est passé par la Belle Alliance. Il était un soutien très fort de François Hollande. Donc ce n'est pas véritablement la glissade ne me surprend pas. Patrick Braouzek est quelqu'un pour qui j'ai de l'estime parce qu'il mène des politiques très fortes à l'échelle de son territoire, pleine commune. Vous vous rendez compte que Hamon, Mélenchon et peut-être quelques autres, vous feriez un score énorme réuni? On n'a pas cessé de... C'est la grande question portée par Pierre Laurent et la direction du Parti communiste français depuis plus d'1 an maintenant, où nous avons dit, parlons d'abord le débat après les candidats. C'est un problème d'égo ou un problème de fond? C'est le problème de donc, on disait d'abord le débat après candidat. On est convaincu encore aujourd'hui qu'un pacte d'engagement commun est possible sur l'essentiel. Donc c'est un problème d'égo? C'est un problème de... Oui, la présidentielle rend fou, ne permet pas les rassemblements les plus larges et peut amener à ce que la gauche ne se qualifie pas au second tour. Le 23 avril, on aura la vérité des prix. Et là, chacun devra regarder devant sa porte. Et j'espère qu'il n'y aura pas de larmes sur les plateaux télé le 23 en disant « Oh là là, mais qu'est-ce que notre belle France est devenue ?» Parce que nous avions la vérité des prix et l'ensemble du puzzle entre les mains un an avant. La vérité des prix, un deuxième tour, Macron, Le Pen, vous votez pour qui, Olivier d'Artigol? Le Parti communiste français n'ouvrira jamais les portes du pouvoir à Marine Le Pen. Nous appellerons toujours à battre Marine Le Pen, tout en menant une bataille politique pour bien dire ce qu'est le macronisme et en quoi ça ne permettrait pas de solutionner les difficultés du pays. Voilà, c'était le talk de Olivier d'Artigol qui nous a dit bien difficile de faire l'unité de la gauche. Et maintenant, on va poser vos questions, chers internautes, avec Mathilde Sirot, qui vient de nous rejoindre. Bonjour Mathilde. Bonjour Yves Tréhard, bonjour Olivier d'Artigol. Bonjour. Yves vous a posé une question intéressante sur le second tour de l'élection présidentielle. Plusieurs questions intéressantes. Sur la possibilité d'un affrontement entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, et dans le cas d'un second tour entre François Fillon et Marine Le Pen, pour qui vous appellerez à voter? D'abord, ces questions-là sont des questions difficiles parce que ça fait le deuil d'une gauche au second tour. Donc je souhaite que Jean-Luc Mélenchon fasse le meilleur score. Ce que vous voulez dire, c'est que Macron est un peu de gauche quand même. Ah non, du tout. Non, mais pour le coup, les libéraux ont plusieurs fers au feu. Ça ne m'a pas échappé. Dans les élections locales, nationales, quand le Front National est aux portes du pouvoir,
l'ensemble des républicains doivent se rassembler pour ne jamais faire comme si de rien n'était, regarder ailleurs et faire en sorte que les conditions ne soient jamais créées. Donc vous voterez. Donc on appellera toujours à battre Marine Le Pen et le Front National et l'extrême droite, donc tout en ayant, je l'exprime tel que je le souhaite, c'est pour que ça soit un peu plus clair. Oui, mais je comprends bien la question, Yves Frère. Tout en ayant un discours très fort sur le danger porté par la droite et par Macron. En 2012, Jean-Luc Mélenchon était très virulent. Il s'était engagé dans un combat assez frontal contre Marine Le Pen. Il avait bien raison. On était d'ailleurs tragiquement seuls à mener ce combat. Certains qui aujourd'hui sont préoccupés par le niveau du Front National étaient ailleurs quand on menait ce combat. Et qu'on n'a pas cessé de mener. 5 ans plus tard, elle est encore plus haut qu'en 2012. C'est de notre responsabilité. Comment on peut endiguer cette montée du Front National? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon a la bonne stratégie? Mais François Hollande a été le premier agent électoral de Marine Le Pen pendant 5 ans. Il n'a fait que ça tous les jours. Parce que quand vous êtes au pouvoir après 10 ans de droite, que vous faites une campagne électorale, et je le dis avec gravité, sur une orientation de gauche, en disant l'ennemi c'est la finance, nous irons renégocier le traité budgétaire européen. Le premier renoncement, la première trahison, c'est le premier jour, quand il fait l'aller-retour et qu'il ne renégocie rien. Et quand vous menez semaine après semaine... Vous ne l'avez pas dit à l'époque. Si, sur le traité budgétaire européen, le soir même. Quand vous menez pendant 5 ans une politique qui désespère celles et ceux qui attendaient le changement, qui avaient le plus à gagner à ce changement, alors c'est une machine infernale, c'est un tombereau ouvert pour le Front National, qui a profité d'une manière sidérante, inédite, de cette politique désastreuse. C'est-à-dire le hollandisme est un gâchis social, politique, mais c'est aussi sur le plan démocratique une brèche béante qui a mis le Front National à un niveau extrêmement élevé. François Hollande aura des comptes à rendre sur cette question-là. Je ne sais pas si vous avez écouté hier soir Benoît Hamon sur France 2. Oui. Il a accusé Emmanuel Macron d'être un marchepied, lui aussi, vers le Front National. Qu'est-ce que vous en pensez? Politique, c'est juste, parce que dans le sens... C'est juste, il a raison de dire ça. Oui, parce que dans le sens où, si le macronisme était mis en œuvre dans notre pays, systématiquement derrière, ça fait des élections où l'extrême droite et les populismes arrivent aux affaires et arrivent au pouvoir. Donc oui, pour vous aussi, comme pour Benoît Hamon, Emmanuel Macron président, c'est Marine Le Pen présidente en 2022. Cohérence dans ce que je vous dis, c'est-à-dire le macronisme est une forme de prolongement, d'accélération du hollandisme dans ce qu'il y a de pire pour nourrir le Front National. Donc Macron est un agent électoral aussi, d'une certaine façon, de... Mais à partir du moment où vous menez des politiques qui ne peuvent pas stopper le cancer du chômage, à partir du moment où ces politiques précarisent, fragilisent, ne permettent pas à des millions de gens de respirer un peu, de se projeter en disant « ça va quoi, on va pouvoir s'en sortir ». À partir du moment où le climat est tellement anxiogène, où les gens se disent « je ne peux rien attendre de bon de tout ça », bien évidemment, ça fait ces raisins de la colère, c'est toujours Marine Le Pen qui les vendange derrière, bien sûr. La solution, c'est les 300 milliards d'euros que veut injecter Jean-Luc Mélenchon, ou presque, dans l'économie française? C'est la solution, ça? Ouais, mais vous voyez, quand je vois, on pourrait parler du chiffrage, mais aujourd'hui, quand je vois les 6 principaux établissements bancaires ont réalisé des résultats extraordinaires en 2016, plus de 23 milliards d'euros. Il y a 70 milliards d'euros d'évasion, d'optimisation fiscale dans notre pays. Donc moi, je souhaiterais que dans les prochaines semaines, on ait un débat instruit, intéressant, intelligent sur la répartition des richesses produites. Donc il faut nationaliser les banques? Ah oui, il faut un pôle public bancaire, ça c'est certain. Une question intéressante de Giovanni, lui aussi pose des questions intéressantes. Est-ce que vous ne pensez pas que la faillite des négociations avec Benoît Hamon soit une occasion perdue pour permettre à une vraie gauche d'avoir la possibilité d'être forte et d'espérer gouverner le pays? On sait que ça a pris beaucoup de temps pour que ça échoue finalement. Le 23 décembre dernier, Hollande annonce la déchéance de nationalité, puis après il y a un mouvement qui s'enclenche dans le pays, après il y a la mobilisation contre Aloua El Khomri, l'empêchement le 1er décembre de François Hollande à se présenter, l'empêchement, il est totalement inédit, puis après la victoire nette de Hamon face à Valls sur une orientation de rupture au quinquennat. Toute cette séquence-là était une séquence très positive pour les forces de gauche. C'est-à-dire que les gens qui marchaient le dos courbé pendant des années ont commencé à relever la tête et à se dire il y a peut-être quelque chose à jouer. Parce que
Il y a une grande politisation d'un pays. Les gens n'aiment pas le système politique tel qu'il est, et ils ont d'ailleurs assez raison, mais ils sont passionnés par la politique. On le voit avec les taux d'audience dans les émissions, etc. Et là, bien évidemment, moi j'en ai eu beaucoup de personnes qui, sur le marché à Pau, me disent « Mais trouvez une solution, dialoguez, entendez-vous ». Parce qu'il pourrait y avoir quelque chose de positif pour nous tous, pour la présidentielle en se qualifiant, et après pour les législatives. Jean-Luc Mélenchon, je le dis, et Benoît Hamon, qui seul, dans un resto, ça c'est pas très 6ème République quand même, décide de fermer la porte à cet espoir, derrière c'est une douche glaciale. On nous l'a beaucoup dit. La semaine qui a suivi, les gens nous disaient « c'est pas bien, il fallait y arriver ». Voilà, c'était les réponses à vos questions, chers internautes, d'Olivier d'Artigol, porte-parole du Parti communiste français, conseiller municipal de Pau, qui regrette bien que entre Hamon et Mélenchon, rien n'a été possible. Merci Olivier d'Artigol et à très bientôt.